Je vais aborder la quatrième partie de cette suite de cours sur les bases de la comptabilité. Certainement, comme d'habitude, avec une simplification maximum. Vous allez avoir, entre autres, dans cette partie-là, des notions importantes et indispensables en comptabilité, comme les notes de débit et de crédit, l'escompte, sa signification, la manière de la calculer dans la facture et sa comptabilisation. Le transport, sa comptabilisation aussi bien à l'achat que à la vente. Les charges salariales et la manière de les comptabiliser. Les emballages et la logique derrière leur comptabilisation. Je vous souhaite un très bon apprentissage. Et certainement, ça me fait plaisir de liker et de vous abonner à ma chaîne. Est-ce que vous savez la distinction entre la note de débit et la note de crédit? En quoi la note de débit est différente de la note de crédit? Si vous ne savez pas, c'est pas grave, je vais vous expliquer d'une manière simplifiée. Imaginez que vous vendez ou bien votre entreprise vend des marchandises à un client. Et donc, vous envoyez des marchandises à ce client, mais vous envoyez aussi la facture. Et imaginez que cette facture est de 20 euros. Mais après vérification, pour une raison ou une autre, vous remarquez qu'il y a une erreur dans la facturation de ces marchandises et que le client doit payer encore 10 euros de plus à l'entreprise. Et donc, pour que l'entreprise réclame ces 10 euros qui ne sont pas encore payés dans la première facture, l'entreprise doit envoyer une autre facture supplémentaire pour réclamer ces 10 euros. Et cette facture, c'est bien ce qu'on appelle une note de débit. Une note de débit, c'est simplement une facture supplémentaire qui demande au client de payer plus par rapport à la facture d'origine. Et donc, si vous avez capté la notion de note de débit, la note de crédit, c'est l'inverse. C'est quand l'entreprise envoie une facture au client, mais non pas pour réclamer plus d'argent par rapport à la facture d'origine, mais bien au contraire, c'est pour informer le client qu'il va recevoir de l'argent parce qu'il a payé plus que la valeur des marchandises reçues. Donc, il faut bien retenir que la note de débit est faite pour que le client paye davantage par rapport à la facture d'origine et la note de crédit, c'est l'inverse, c'est que le client a payé davantage par rapport à ce qu'il fallait payer. Donc, l'entreprise doit rembourser le client par la note de crédit. Dans la note de débit, l'argent part du client vers l'entreprise et dans la note de crédit, c'est l'inverse, l'argent part de l'entreprise vers le client. Alors, si vous avez bien capté ces deux notions, on va voir ce qui se passe au niveau de la comptabilisation. Aussi bien pour le fournisseur que le client. Je vais prendre d'abord le cas de la note de débit. Alors, qu'est-ce qui se passe au départ quand l'entreprise envoie la facture au client? Pour l'entreprise, il s'agit d'une vente, donc il y aura plus de produits au niveau vente de marchandises. Et on va avoir aussi l'augmentation des créances clients à l'actif. Alors, ces deux enregistrements, c'est avant l'envoi de la note de débit. Si vous remarquez que le client doit payer davantage et que vous lui envoyez une note de débit, à ce moment-là, c'est comme si vous lui envoyez une nouvelle facture à payer. Et donc, ce qui va se passer au niveau de la comptabilité par rapport à la note de débit, c'est exactement ce qui se passe quand on envoie une facture normale. Et donc, on va enregistrer les mêmes mouvements, une augmentation de vente de marchandises aux produits et une augmentation des créances clients à l'actif. Là, je vous explique simplement les mouvements à enregistrer et la logique derrière, mais après, je vais vous donner quelques exemples pratiques pour savoir l'enregistrement proprement parlé de ces opérations. Et par rapport à la comptabilisation de cette même opération chez le client, si on suppose qu'il s'agit d'une entreprise, l'enregistrement de la facture d'origine d'achat pour le client va générer deux mouvements. Vous avez l'augmentation des charges au niveau achat de marchandises et augmentation de la dette fournisseur au passif.
Alors ça, c'est l'enregistrement de la facture de départ. Après, ce client va recevoir une note de débit. Et cette note de débit, pour lui, c'est une facture supplémentaire, donc il va l'enregistrer de la même manière qu'une facture normale. C'est-à-dire que cette note de débit va augmenter les charges au niveau achat de marchandises et ça va faire augmenter les dettes fournisseurs aussi. Voilà pour les mouvements que la note de débit entraîne sur le compte de résultat et le bilan, aussi bien chez le fournisseur que le client. Maintenant, on va voir les mouvements qu'une note de crédit va provoquer aussi bien dans la comptabilité du vendeur ou du fournisseur et la comptabilité du client. D'abord, on enregistre la facture de départ qui va faire augmenter pour le vendeur les produits au compte vente de marchandises et on va avoir aussi une augmentation de notre actif au niveau client. Mais alors, quelques jours plus tard, l'entreprise remarque que cette facture n'est pas correcte et que l'entreprise doit rembourser le client pour rectifier cette erreur. En comptabilité, on ne peut pas agir sur l'écriture déjà faite parce que c'est interdit légalement. C'est pour ça qu'on va rectifier ça par une autre écriture qui consiste simplement à réduire le compte vente de marchandises de la valeur à rembourser au client et de réduire en même temps le compte client de la même valeur. Si la vente de marchandises augmente au crédit, cette diminution va être inscrite de l'autre côté, c'est-à-dire au débit. Et si au niveau client, l'augmentation s'effectue au débit, cette rectification va s'inscrire de l'autre côté au crédit. Alors tout ça, ça se passe au niveau de la comptabilité du fournisseur. On va voir cette fois-ci ce qui se passerait de l'autre côté chez le client. La facture d'origine achat de marchandises va faire augmenter les charges au niveau achat de marchandises, mais aussi la dette fournisseur au passif. Et la rectification de la facture va faire en sorte que ce client reçoit de l'argent, ce qui va faire réduire ses charges et réduire aussi la dette fournisseur au passif. Et si les charges augmentent au débit, cette rectification de la facture par la note de crédit doit s'inscrire de l'autre côté au crédit. Pareil pour la dette fournisseur. Si la dette augmente au crédit, cette rectification s'inscrit de l'autre côté, à savoir au débit du compte fournisseur. Je ne sais pas si vous arrivez à capter cette logique des mouvements par rapport à la note de débit et la note de crédit. Sinon, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Imaginez l'exemple suivant, vous avez le 12 mai, Martin reçoit une note de crédit car son fournisseur n'avait pas appliqué un rabais de 3 000 € sur la facture d'achat d'origine. Alors, pour encoder cette opération-là, on doit réduire les charges de 3 000 € et ça se passe au compte 608 au crédit. Et on doit aussi diminuer la dette fournisseur au débit de la même somme. Et au livre journal, on va avoir l'écriture suivante. 440 fournisseurs, 3 000 au débit. 1. 608 remise, ristourne, rabais obtenu sur achat. 3 000 € au crédit. Et au libellé, on peut mettre la note de crédit numéro tel. Prenons maintenant l'exemple où c'est Martin qui envoie la note de crédit à son client car il a facturé 6 800 € en excès sur la facture initiale. Alors, dans ce cas, on va réduire les produits au débit sur le compte RRR accordé portant le numéro 708 à client 6 800 au crédit. Dans cette opération, on a réduit les créances clients et on a réduit les produits aussi. Pour ces notions de RRR, rabais, remise, ristourne, il s'agit simplement de réductions commerciales qui se différencient entre elles par la raison pourquoi on applique telle ou telle réduction. Par exemple, dans le cas de rabais, vous avez le terme rabaisser. C'est qu'il y a un défaut de marchandise ou un défaut dans le délai de livraison, par exemple, prévu. Dans ce cas, on applique une réduction commerciale appelée rabais. Ristourne, c'est une réduction commerciale qui s'applique sur le chiffre d'affaires à une certaine période bien donnée. L'entreprise peut très bien accorder cette ristourne aux meilleurs clients qui ont acheté ou bien qui ont contribué d'une manière significative à l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Et remise, c'est simplement une promotion ou bien une réduction sur base de la fidélité du client ou bien la quantité achetée, etc. Maintenant, une question importante par rapport à tout ça, qu'est-ce qui se passerait quand il y a de la TVA? Vous voyez ici, dans cette opération, on n'a pas de TVA. Alors dans ce cadre, on utilise pour rectifier le montant de TVA les deux numéros suivants. Ce premier compte, c'est pour rectifier une note de crédit reçue et ce deuxième compte est utilisé pour rectifier une TVA à récupérer suite aux notes de crédit délivrées. Pour vous donner un exemple très simple, imaginez par exemple un fournisseur qui vous envoie une note de crédit vous signalant que vous allez récupérer 100 euros de votre facture plus 21% de TVA. Donc on va réduire la dette fournisseur au débit de la somme de cette facture, à savoir 121, numéro 440, à réduction sur achat, numéro 608. Et cette réduction sur achat, c'est simplement 100 euros. Et vous allez aussi rectifier la TVA par le compte régularisation TVA due de la somme de 21 euros. Alors prenons un autre exemple de régularisation de TVA à récupérer. Imaginez par exemple que dans ce cas, vous envoyez une note de crédit à votre client en lui précisant qu'il va recevoir ses paiements à la suite d'une remise oubliée dans la facture de vente initiale. Alors dans ce cas, la comptabilisation s'effectue de la manière suivante. On débite le compte du produit RRR accordé de 100 euros. Cela signifie que nos produits vont être réduits. Pareil pour la TVA qui accompagne la facture de vente à client. Et le fait de créditer le compte client, cela signifie que les créances clients diminuent. Voilà comment ça marche globalement les notes de débit et les notes de crédit. Vous avez une facture de 20 euros que vous devez payer et sur cette facture, vous bénéficiez de plusieurs réductions sur le prix. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous expliquer l'une de ces réductions appelée l'escompte. En général, il y a plusieurs réductions et j'aimerais bien que vous distinguiez d'abord entre ces différentes réductions qu'on peut appliquer dans une facture. Alors les réductions, il y en a de deux sortes. Il y a des réductions commerciales et il y a des réductions financières. Dans les réductions commerciales, on peut distinguer aussi entre trois types de réductions. Vous avez ce qu'on appelle rabais, remise et au final ristourne. Alors, comment différencier rabais, remise et ristourne? Un rabais est accordé par l'entreprise quand il y a un défaut lié à la marchandise ou à la livraison, par exemple. Et donc, on rabaisse le prix parce que la qualité des marchandises reçues n'était pas conforme à celle commandée. Et la remise est accordée quand les clients achètent en grande quantité ou simplement dans le but de remercier le client pour sa fidélité. On parle en général dans ce cadre des réductions promotionnelles. Et la dernière réduction, ristourne, c'est un peu comme remise, mais c'est une réduction assez particulière. Son but, c'est de remercier les clients et de les fidéliser en leur accordant une réduction à une certaine période bien donnée. Par exemple, à la fin de l'année, l'entreprise peut regarder les clients qui ont contribué le plus au chiffre d'affaires. Alors dans ce cas, l'entreprise peut leur accorder cette ristourne qui va se calculer sur le chiffre d'affaires réalisé par le client. La particularité de cette réduction, c'est qu'elle est périodique. Maintenant, la différence avec l'escompte, c'est que l'escompte est une réduction financière et pas commerciale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire commercial, financière? Vous voyez, toutes ces réductions-là qui sont qualifiées de commerciales sont liées à l'acte commercial d'achat-vente. Vous avez le rabais est lié à un défaut de marchandise, donc est lié à une mauvaise qualité d'achat. Au contraire, la remise est liée à une bonne qualité d'achat de la part des clients. Et pareil pour la ristourne, c'est une bonne qualité d'achat de la part des clients sur une période donnée. Donc, on parle dans les trois cas de l'importance ou bien la qualité commerciale de l'acte d'achat. Alors que l'escompte, ça n'a rien à voir avec la qualité d'achat-vente, mais simplement au paiement de la dette de la facture. Et en général, on accorde cet escompte
quand le client paye à l'avance sa facture. En finance, le temps, c'est de l'argent. Si vous devez payer par exemple une facture dans les 45 jours de la date de la facture, donc vous avez comme client la possibilité de garder l'argent jusqu'à la fin de cette période-là. Alors cela vous permet par exemple en finance de fructifier cet argent pendant cette période-là jusqu'à la fin de ce délai de paiement et vous allez générer des intérêts sur base de ce délai de paiement. Et donc, pour le vendeur, c'est un avantage aussi de recevoir l'argent à l'avance, on va dire, dans les 8 jours de la date de la facture. Et cela permet au vendeur de disposer de l'argent à l'avance. C'est pour cela que, pour encourager les clients à payer à l'avance, on peut leur accorder, par exemple, 2% d'escompte si le client paye dans les 8 jours, par exemple, au lieu de payer au dernier jour de ce délai de paiement. Donc l'escompte, ça peut être soit un produit financier pour le client dans sa comptabilité ou une charge financière dans la comptabilité du vendeur. Je vais revenir à la comptabilisation de l'escompte. C'est bien le but, on est dans un cours de comptabilité, mais je dois vous expliquer encore une ou deux choses par rapport à cette structure de la facture. Il faut bien saisir cette logique de commencer d'abord à réduire tout ce qui est réduction commerciale et puis par la suite des réductions financières. C'est tout à fait logique parce que le paiement intervient après avoir réglé tous les problèmes d'ordre commercial. Et puis de l'autre côté, sur la facture, ces réductions commerciales sont gagnées d'office. Si l'entreprise accorde un rabais ou bien une remise, on applique ces réductions directement sur la facture. Alors que l'escompte n'est pas gagné à l'avance, cela est conditionné par le fait de payer dans les 8 jours par exemple. Et donc on établit la facture ici au début, et on attend que le client paye dans le délai de 8 jours pour bénéficier de cet escompte. Si ce n'est pas le cas, alors le client payera la facture totale sans appliquer cette réduction de l'escompte. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de la comptabilisation de l'escompte. Tout d'abord, je dois préciser que la TVA n'est pas applicable sur l'escompte. Alors, pour vous simplifier et vous expliquer un petit peu la démarche, je vais vous donner un exemple pratique. Mais d'abord, je vais le faire sous forme schématique. Vous avez une facture, par exemple. Imaginez que cette facture est de l'ordre de 100 euros. Et cet espace représente les 100 euros. Dans cette facture, vous avez par exemple une remise de 10%, ce qui fait que vous allez réduire 10% de cette somme-là. On va illustrer ça par cette partie-là. Et si vous avez moins 10%, ce qui fait 10 euros. Et donc cette partie qui reste, ça représente le prix net de la facture. On va supposer que la TVA est de 21% et que l'entreprise accorde un escompte de 2%. Alors maintenant, la question sur quoi on va appliquer cette TVA de 21%. Est-ce qu'on va l'appliquer sur tout ce prix net ou on va l'appliquer sur le prix hors escompte? Alors pour calculer cette TVA, on doit réduire d'abord l'escompte, 2% appliqué sur le prix qui reste, à savoir 90 euros, égale 1,80 €. Et cela représente cette proportion par exemple. Et maintenant, on va appliquer la TVA sur le prix qui reste, à savoir 100 euros moins 10 euros moins 1,80 €. Ce qui fait 88,2. Et 21% de 88,2 égale 18,52 €. Et l'intérêt de calculer cette TVA sur le prix hors escompte est très intéressant à savoir parce que ça évite la procédure de régularisation au cas où le client se trouverait dans les conditions pour bénéficier de cet escompte. Et là, je vous explique la procédure en Belgique. Peut-être que dans d'autres pays, on procède autrement. Là, en fait, on a calculé les 21% de la TVA sur le prix hors escompte. Et l'avantage d'appliquer la TVA sur ce prix hors escompte consiste dans le fait que dans les deux situations où le client bénéficie de cet escompte de 1,80 € ou ne bénéficie pas de 1,80 €, il n'y aurait pas de régularisation à faire par rapport à la TVA
parce que dans les deux cas, la TVA est appliquée sur un prix hors escompte, alors que dans le cas par exemple où on appliquerait la TVA non pas uniquement sur le prix hors escompte, mais en impliquant aussi la réduction de l'escompte, à ce moment-là, si le client bénéficie de cette réduction de l'escompte, alors on devrait rectifier aussi la TVA qui était appliquée sur cette partie-là et la réduire aussi pour le client. J'espère que vous comprenez un petit peu cette procédure. Maintenant, je viens à une question importante par rapport à cette facture. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous allez facturer au client? Vous avez une remise de 10%. Vous avez une somme de la TVA de 18,52 euros et vous avez calculé un escompte de 2%, ce qui donne 1,80 €. Eh bien, la réponse est la suivante. Ici, dans la facture, on a réduit l'escompte uniquement pour avoir la base imposable pour la TVA. Mais puisque cet escompte est conditionné par le paiement au pas dans les 8 jours par le client, on ne va pas la réduire d'avance dans la facture. Donc, ce que vous allez avoir dans la facture, c'est le prix net hors escompte plus cette TVA de 18,52 euros. Le client doit payer 90 euros plus la TVA de 18,52 euros. Et plus tard, si le client règle la facture dans la semaine, il va bénéficier de cette réduction de 1,80 €. Et donc, il ne payerait que cette partie-là de 88,2 plus cette TVA qui est calculée sur le montant même de 88,2. Pour l'acheteur, on va comptabiliser cette opération de la manière suivante. D'abord, on va supposer que la facture est datée au 1er janvier. Et le délai de paiement, c'est 15 jours fin de mois, donc 15 février. Et on a un escompte si le client paye dans les 8 jours, à savoir le 8 janvier. Imaginez que le client paye le 7 janvier. À ce moment-là, en fait, il va bénéficier de l'escompte, mais pour la comptabilisation, le client va comptabiliser l'acte d'achat à la réception de la facture datée au 1er janvier. Dans ce cas, il va comptabiliser l'acte d'achat normalement sans escompte. Dans le livre journal, on va avoir donc 2 enregistrements. Au 1er janvier, vous allez simplement augmenter les charges d'achat de marchandises 90 euros. La TVA à récupérer est de 18,52 et le fournisseur recevra tout ça, à savoir 108,52 euros. Et puis, au moment de payer, on va enregistrer l'opération suivante. Vous réduisez la dette fournisseur au débit de la même somme, vous créditez la banque de la somme à payer, c'est-à-dire en tenant compte de l'escompte, et vous augmentez les produits au niveau de l'escompte obtenu de 1,80 €. Et la date de cette opération, c'est le 7 janvier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la comptabilité du vendeur? Je vais garder la même situation et je vais enregistrer ces opérations dans la comptabilité du fournisseur. Le fournisseur ou bien le vendeur va enregistrer la même chose, 2 opérations, l'une au 1er janvier. Et cette opération, il va l'enregistrer de la manière suivante. Au 1er janvier, client A, vente de marchandises, TVA à payer. Les créances clients augmentent de la somme totale de la facture sans tenir compte de l'escompte. La vente de marchandises est un produit pour le vendeur de 90 euros sans tenir compte de l'escompte. Et TVA à payer est calculé aussi hors escompte. Et une fois la facture est payée, le 7 janvier, on appliquera l'escompte dans l'écriture comptable. Le vendeur va augmenter sa banque de 106,72 euros. Il va enregistrer une charge qui est l'escompte accordé au client de 1,80 € et il va annuler la créance client qui était de 108,52 euros. Combien ça coûte pour un patron d'engager un travailleur dans son entreprise? Vous pouvez penser que le coût total que le patron va payer, c'est simplement le salaire à la fin du mois. Certainement, le salaire fait partie des différentes charges salariales que le patron doit payer à la suite d'engager cette personne dans l'entreprise. Mais il n'y a pas que le salaire dans ces charges salariales. D'abord, je vais vous présenter ces différentes charges salariales
et par la suite, je vais vous présenter la comptabilisation de ces charges salariales en détail. Si on imagine que ce que payera le patron, c'est bien ce que je représente dans ce cercle, alors dans ce cas, vous aurez deux choses essentielles dans ce cercle. Vous avez d'abord ce qu'on appelle des cotisations sociales patronales pour financer le système de sécurité sociale que je vous présenterai brièvement juste après. Donc ce morceau-là, ça constitue des cotisations sociales patronales. Et tout ce qui reste, c'est-à-dire cette autre partie, revient normalement aux travailleurs. Et ça représente le salaire brut. Mais le travailleur ne va pas recevoir tout ce salaire brut sur son compte. De ce salaire brut, on va retirer des choses. La cotisation sociale du travailleur. Vous avez le patron paye une cotisation sociale et le travailleur payera aussi sa propre cotisation sociale à partir de son salaire brut. C'est ce qu'on appelle cotisation sociale personnelle. Après, toute cette partie qui reste constituera le salaire imposable, c'est-à-dire sur quoi on va se baser pour calculer l'impôt à payer sur ce salaire. On va imaginer que cet impôt que payera ce salarié, ce qu'on appelle précompte professionnel, est représenté par cette partie-là. Donc ce morceau-là, ça représente le précompte professionnel. Et au final, ce qui restera, c'est le salaire net. Et c'est bien ce que ce travailleur va recevoir sur son compte bancaire. Mais pour l'entreprise, tout cela, ça représente des charges salariales. C'est elle qui doit payer la cotisation sociale du patron et le salaire brut qui représente la rémunération de l'effort de ce travailleur. Mais dans ce salaire brut, on va retirer la cotisation sociale du travailleur et le précompte professionnel. Et ce qui restera, c'est bien le salaire net que le salarié va recevoir sur son compte bancaire. Alors, vous pouvez vous poser la question, on a quel pourcentage dans ces parties-là ? Pour la cotisation sociale patronale, on est aux alentours de 25%. 25% de quoi ? 25% du salaire brut, c'est-à-dire de toute cette partie. Si vous calculez ici 25% de toute cette partie, vous allez avoir la cotisation que le patron ou bien l'employeur payera à l'ONSS ou bien à la sécurité sociale. Et ce pourcentage de 25% est d'application depuis 2018. Avant 2018, était à peu près à 32%. Et là, on parle bien sûr du secteur privé. Et la cotisation du travailleur, c'est simplement 13,07%, toujours applicable sur le salaire brut. Et le précompte professionnel dépendra du montant du salaire de ce travailleur et de sa situation familiale. Mais en général, ça peut varier entre 20 et 30%. Alors, je vais vous présenter cette situation d'une autre manière pour que visuellement, ces différentes parties du coût salarial du patron soient très claires et mémorisables. En général, vous avez d'abord le salaire coût ou bien les charges salariales du patron. Dans ce salaire coût, on va distinguer entre deux parties. Vous avez d'abord les cotisations du patron, les cotisations sociales, patronales, et vous avez dans ce salaire coût le salaire brut. Et dans ce salaire brut, vous devez distinguer entre deux choses, à savoir les cotisations sociales personnelles du travailleur et le salaire imposable qui, à son tour, se décomposera de deux parties, le précompte professionnel, que je note ici PP, et le salaire net que le travailleur va recevoir sur son compte bancaire. Donc, récapitulons, vous avez d'abord le salaire coût qui se partage entre cotisation sociale et salaire brut, et le salaire brut qui se partage entre cotisation sociale personnelle et le salaire imposable, et puis ce salaire imposable va se partager entre l'impôt qui est le précompte professionnel et le salaire net que le travailleur va recevoir. Je ne sais pas si avec cette illustration, ça devient clair. Maintenant, je vais prendre ces deux cotisations sociales et voir comment ça marche le système de la sécurité sociale en Belgique. Ces deux cotisations sociales vont être versées à l'ONSS, l'Office national de la sécurité sociale. Et l'ONSS va financer 7 branches sociales.
Et ces 7 branches sont les suivantes: la pension, le chômage, assurance accident de travail, assurance maladie professionnelle, les allocations familiales, l'assurance maladie invalidité et au final les vacances annuelles. Et pour chacune de ces branches, il y a des institutions qui s'occupent de verser l'argent aux bénéficiaires. Vous avez l'ONEM par exemple, s'occupe de payer les allocations de chômage, SFP la pension, l'INAMI, tout ce qui est assurance maladie invalidité. FEDRIS s'occupe de tout ce qui est accident de travail et maladie professionnelle. NOAL, c'est vacances annuelles. Et pour les allocations familiales, il y a plusieurs institutions en fonction de la région des bénéficiaires. Voilà globalement comment ça marche, le fonctionnement de la sécurité sociale des travailleurs salariés en Belgique. Je reviens maintenant à la comptabilisation des charges salariales par l'entreprise. Alors d'abord, je vais vous simplifier les mouvements avec ces 2 schémas. Vous avez le bilan ici et en dessous, vous avez le compte de résultat. Alors, ce que le salaire brut va générer comme mouvement sur ces 2 documents, c'est d'abord l'augmentation des charges de l'entreprise envers l'employé. Et ces charges qui augmentent au compte de résultat constituent des dettes que l'entreprise doit verser à l'État sous forme de précompte professionnel, à l'ONSS sous forme de cotisation sociale et à l'employeur sous forme de rémunération due. Pardon, ici, c'est pas l'employeur, mais l'employé. Donc, l'enregistrement des charges salariales pour l'entreprise s'effectue de la manière suivante. On augmente les charges au débit du compte employé, et cela se passe au débit, et on augmente au crédit les dettes de ces 3 personnes au compte vers lesquelles l'entreprise va verser ce salaire brut. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cet enregistrement comptable. Vous avez par exemple un salaire brut de 3 500 que l'employeur doit verser sous forme de précompte professionnel, de cotisation sociale à l'ONSS et de salaire net à l'employé sous forme de rémunération due. Le précompte professionnel, c'est 912,77. La cotisation de 13%, c'est 457,45. Et le salaire net, c'est 2129,78. Alors, au livre journal, ce qu'il faut faire pour enregistrer ce paiement de salaire, on débite le compte de charge 6202 intitulé employé de la somme totale du salaire brut 3500 au débit à 453 précompte retenu 912,77, ONSS qui porte le numéro au plan comptable belge de 454, on l'augmente au crédit de la somme de 457,45 et au final, vous avez le salaire net qui porte le numéro 455 au plan comptable belge intitulé rémunération due 2129,78. Voilà de quelle manière l'entreprise va enregistrer le salaire brut. Mais comme je vous ai expliqué, l'employeur ne paye pas que le salaire brut, il doit payer aussi la cotisation sociale à lui, à l'ONSS. La cotisation sociale que je viens d'enregistrer, c'est celle du travailleur. Et donc, il reste à enregistrer cette cotisation sociale que l'employeur payerait à l'ONSS. Imaginez que cette cotisation sociale est de l'ordre de 875 €. Cette valeur représente bien 25% du salaire brut. Et ça représente une charge pour l'entreprise et en même temps une dette envers l'ONSS. Au compte de résultat, vous allez simplement avoir une augmentation de charges et au passif, une augmentation de dette envers l'ONSS. Le compte du plan comptable à débiter au niveau des charges, c'est 621, intitulé cotisation patronale d'assurance sociale. Et au passif, vous allez utiliser le compte 454 ONSS. Et donc, au livre journal, on va débiter le compte 621 intitulé cotisation patronale d'assurance sociale. On va le débiter de la somme de 875
et on crédite le compte ONSS, la même somme 875. Là, j'ai effacé les données d'avant, mais il faut jamais faire ça en comptabilité. Ici, c'est juste à titre pédagogique pour vous montrer l'enregistrement comptable de cette deuxième opération qui doit s'enregistrer à la suite de la précédente opération. De cette manière-là. Imaginez maintenant que l'entreprise paye toutes ces dettes-là. Comment on va enregistrer ce paiement? Vous allez avoir la banque qui va diminuer au crédit et en même temps, ces dettes-là qui se trouvent au passif vont être diminuées au débit. Donc, si je reviens à mon enregistrement de départ, ces comptes-là que vous avez augmentés au crédit vont passer au-dessus, on va les débiter de la même somme à banque. Et vous allez créditer la banque de la somme totale de 3500. Et le numéro de la banque, c'est 550. Voilà comment on peut enregistrer ces différentes dettes de l'entreprise. Et pour le paiement de cette cotisation patronale, c'est la même chose. On débite le compte du passif de cette cotisation sociale et on crédite la banque de la même somme. Je vais vous expliquer la manière de comptabiliser le transport. Si je prends ici le bilan et le compte de résultat, quand vous achetez des marchandises et que vous devez payer le transport en plus, ce transport naturellement doit faire augmenter les charges de l'entreprise au compte de résultat, mais aussi la dette fournisseur au passif. Alors ça, globalement, c'est ce qui se passe à l'achat. Mais à la vente, si vous êtes chargé, par exemple, de transporter les marchandises à votre client, vous devez avoir comme comptabilisation l'augmentation des produits puisque le client va vous payer le transport. Et l'augmentation en même temps des créances clients à l'actif. Et là, dans ce cas, on parle de la comptabilisation du transport à la vente. Alors, par rapport à l'achat, au passif, on crédite le compte fournisseur. Et par rapport à la vente, on débite à l'actif le compte client. Mais là où la comptabilisation peut être un petit peu compliquée, c'est l'enregistrement du transport comme charge dans le cas de l'achat de marchandises et l'enregistrement du transport comme produit dans le cas de la vente de marchandises. Et la difficulté de cette comptabilisation, c'est de trouver le compte adéquat à utiliser. Et c'est bien ce que je vais vous détailler dans le cadre de ce cours. Pour le moment, je vais vous présenter les différentes situations de comptabilisation à l'achat. Bien, pour commencer, je vais vous présenter cette situation. Paul Lambert, propriétaire d'une chaîne de magasins d'électronique, souhaite acheter 1000 smartphones pour répondre à la forte demande pendant les fêtes de fin d'année. Et donc, pour cela, il contacte 3 fournisseurs et reçoit les offres suivantes. Que voici. Le fournisseur A lui propose un prix unitaire pour chaque smartphone de 300 €, avec les conditions suivantes. Vous avez le délai de livraison 1 semaine, le délai de paiement 60 jours fin de mois, c'est-à-dire que pour payer, on dispose de 60 jours à partir de la fin du mois de la date de la facture. Si on reçoit par exemple la facture le 17 novembre, eh bien, le délai de paiement, c'est 60 jours à partir de la fin de novembre. Donc, on va avoir tout le mois de décembre et le mois de janvier. C'est à la fin de janvier que le délai de paiement arrive à échéance. Et puis, vous avez les frais de transport franco-domicile pour le premier fournisseur. Le terme franco-domicile, ça signifie que c'est le fournisseur qui prend en charge le transport. Donc, pour l'acheteur, le transport dans ce cas, c'est gratuit. C'est le vendeur qui s'en charge complètement. Et puis, vous avez d'autres offres. B, par exemple, le prix unitaire, c'est 280. 2 semaines pour le délai de livraison, 45 jours fin de mois pour le délai de paiement. Et le transport, dans ce cas, c'est à charge de l'acheteur, 1500 €. Et la dernière proposition qui vient du fournisseur C, 260 € par téléphone, 4 semaines pour la livraison, 30 jours de date pour le paiement. Cela signifie qu'à partir de la date de la facture, on a encore 30 jours pour payer. Et pour le transport non franco, 2000 €. Et je précise ici que l'acheteur fait appel à une société de transport séparée du fournisseur. Et cette société de transport propose 2000 € pour la livraison des marchandises.
Bien, on va voir maintenant la comptabilisation du transport dans chacune de ces situations. Mais avant cela, l'acheteur peut très bien comparer ces offres, ces trois offres, pour savoir laquelle prendre ou la plus intéressante qui répond aux exigences de l'acheteur. Si l'acheteur ne s'intéresse que à la proposition la moins chère, il peut comparer les prix d'acquisition de ces trois offres. Et ce prix d'acquisition s'obtient en additionnant le prix brut des marchandises et les frais accessoires. Dans ce cas, c'est uniquement le transport, mais ça peut être d'autres frais accessoires à part le transport. Le premier fournisseur propose un prix unitaire de 300 fois 1000, ça fait 300 000. Les frais accessoires, il n'y en a pas puisque c'est le fournisseur qui se charge du transport. Et donc le prix d'acquisition, c'est 300 000 dans ce cas. On multiplie par 1000 parce qu'on achète 1000 smartphones. Vous avez dans cette deuxième proposition un prix unitaire de 280 fois 1000, ça fait 280 000. Si j'ajoute à ce prix brut les frais de transport de 1500, j'arriverai à un prix d'acquisition de 281 500. Et la dernière proposition, vous avez 260 000 pour le prix brut, 2 000 euros pour les frais de transport, ce qui donnerait 262 000 comme prix d'acquisition. Dans chacune de ces propositions, on va supposer que le taux de TVA est de 21%, qui s'appliquerait aussi bien sur le prix brut des marchandises, mais aussi sur les frais accessoires, dans ce cas c'est le transport. Alors si la société compare ces prix d'acquisition, on trouvera que la meilleure offre c'est l'offre C. C'est la moins chère des trois. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que c'est moins cher que la société ou bien l'acheteur va forcément choisir cette proposition. Si je retourne à mon tableau d'avant, imaginez par exemple que l'acheteur est très pressé de recevoir la marchandise parce qu'il doit livrer à son client le plus vite possible. Eh bien, dans ce cas, ce ne serait pas le prix d'acquisition qui va être pris en compte dans la comparaison, mais plutôt le délai de livraison. Ce qui favoriserait l'offre du fournisseur A qui donne seulement une semaine pour livrer. Et on peut choisir aussi une offre en fonction du délai de paiement accordé. Et dans ce cas aussi, on trouve que 60 jours fin de mois est la meilleure proposition parce que le fournisseur nous laisse beaucoup de temps pour payer la facture. Voilà, en tout cas, on peut avoir plusieurs critères pour choisir la meilleure offre possible. Eh bien, pour la comptabilisation du transport, je vais vous présenter les trois propositions séparément. Et pour cela, je vous avais résumé dans ce cercle toutes les comptabilisations possibles pour le transport en fonction des différentes offres reçues. Je commence par cette première offre. Le fournisseur A propose un prix de 300 000 euros pour l'achat de 1000 smartphones. Et la TVA de 21% appliquée sur ces 300 000 euros donne un montant de 63 000 euros. Et donc le total de la facture s'élève à 363 000 euros. Alors dans ce cas, la comptabilisation de transport ne pose aucun problème parce que c'est pris en charge par le fournisseur, ce qui fait que l'acheteur ne va comptabiliser que l'achat de marchandises et la manière de procéder pour cette comptabilisation, je pense que vous la connaissez déjà. Vous augmentez les charges de marchandises au compte 604 achats de marchandises, le montant 300 000 euros, c'est le prix brut des marchandises, et puis vous augmentez le compte d'actifs TVA déductible, c'est une créance que l'État doit rembourser à l'acheteur, 63 000 euros. Et puis, vous avez la dette fournisseur 440 au plan comptable belge qui s'augmente du total de la facture au crédit. Et donc ça, c'est simplement la comptabilisation de l'achat de marchandises tout court, sans transport. Et une fois cette facture est payée, on devrait comptabiliser la réduction de la dette fournisseur au débit et la réduction de la banque comme compte actif au crédit de la même somme. Dans ce premier cas, il n'y a pas de comptabilisation proprement parlée du transport puisque c'est franco-domicile, mais dans le deuxième cas où il y a une facture de transport qui vient du fournisseur lui-même, cette facture de transport s'élève à 1 500 euros hors TVA, plus la TVA de 21%, ce qui donne 315 euros de plus.
Et pareil pour les marchandises, vous avez le montant hors TVA de 180 000 euros, plus la TVA de 21% appliquée sur cette somme, ça donne 58 800. Et le total à payer s'élève à 340 615. Dans ce cas, la comptabilisation du transport peut se faire de différentes manières. Soit en intégrant ce total à payer dans l'achat de marchandises, puisque ces frais accessoires sont exigés par le même fournisseur et s'ajoutent à la facture totale de l'achat des marchandises. Et la deuxième possibilité, c'est de séparer la comptabilisation de l'achat de marchandises et la comptabilisation du transport. Et dans ce cas, dans le plan comptable, on peut très bien ajouter des comptes au plan comptable minimum normalisé. En fait, vous avez une structure du plan comptable minimum à respecter par tout le monde. Mais au-delà de cette structure, on peut détailler quelques comptes comme achat de marchandises par exemple. On peut très bien séparer entre les frais accessoires et l'achat de marchandises. En ajoutant par exemple dans achat de marchandises d'autres comptes comme frais accessoires lors de l'achat des marchandises. On peut procéder de cette manière ou d'une autre manière, surtout pour les grandes entreprises, on peut ajouter dans le cadre de ce compte achat de marchandises d'autres comptes pour détailler cette opération d'achat de marchandises. Par exemple, achat de marchandises A 6040 et dans cet achat de marchandises, on peut distinguer aussi entre l'achat de marchandises proprement parlé et les frais accessoires comme le transport liés à cet achat de marchandises. Et pareil pour les autres types de marchandises achetées. Bien, dans la comptabilisation de cette situation, on va procéder de la manière suivante. On sépare simplement l'achat de marchandises et les frais accessoires dans le compte achat de marchandises. Alors, la comptabilisation dans ce cas, ça va être de la manière suivante. Vous avez l'achat de marchandises proprement parlé de 380 000 euros. C'est une augmentation de charges, bien sûr, au débit. Vous avez aussi l'augmentation des charges de transport de marchandises, 1500 euros. C'est un compte lié à l'achat de marchandises. Et puis, vous avez la TVA à récupérer ou bien la TVA déductible. C'est le total de la TVA aussi bien des marchandises que du transport. Et ce qui fait la contrepartie de tout cela, c'est la facture à payer au fournisseur qui s'élève à 340 615 euros. C'est une dette envers le fournisseur qui s'augmente au crédit. Et une fois cette facture est payée, on va comptabiliser l'opération suivante. Fournisseur à banque, la même somme au débit et au crédit. Et cela signifie que la dette fournisseur se réduit de cette somme et la banque aussi se réduit de la même somme. Bien, on va passer à une autre situation. C'est la situation de l'offre 3, l'offre qui vient du fournisseur C. Et dans ce cas, le fournisseur propose simplement d'acheter les 1000 smartphones à 260 euros l'unité, ce qui fait 260 000 euros le total. Et si on ajoute les 21% de TVA, on arrive à un total TTC de 314 600. Et dans cette situation, on va comptabiliser simplement cet achat séparément parce que l'entreprise fait appel à une autre société de transport, ce qui fait que l'achat de marchandises va être comptabilisé normalement comme dans la première situation et son paiement également, donc ça va être comptabilisé de la même manière que dans la première situation. Et l'entreprise va devoir comptabiliser à part le transport dans ce cas-ci. Vous avez une société de transport qui propose 2000 euros pour la livraison de ces marchandises et si on ajoute 21% de TVA, on arrive à une facture totale de 2420 euros. Et la comptabilisation dans ce cas se fait de la manière suivante. On va augmenter les charges de transport dans les services et biens divers et particulièrement le compte 6133. On va l'augmenter bien sûr au débit puisqu'il s'agit de charges. On augmente la TVA à récupérer, c'est une créance envers l'État de 420 euros. C'est un compte actif, ça augmente au débit. Un fournisseur qui est un compte à créditer de la somme totale de la facture. Et une fois cette facture est payée, on va comptabiliser l'opération suivante. Fournisseur à banque, la somme totale de la facture. Voilà un petit peu comment ça se passe, la comptabilisation du transport à l'achat. Je vais vous présenter maintenant la comptabilisation du transport par rapport à la vente. Vous vendez par exemple des câbles électriques à 85 500
Vous prenez en charge le transport des marchandises facturées séparément pour 2500 euros. Et donc, vous envoyez cette facture au client. Les marchandises vendues à 85 500 hors TVA, le transport facturé 2500 euros, ce qui donne un montant hors TVA de 88 000 euros. On ajoute la taxe de 6%, ça donne 5 280, ce qui ramène la facture à un total TTC de 93 280. C'est la somme de 88 000 et la TVA de 5 280. Maintenant, on va voir comment ça va se passer en comptabilité à la vente. Pour la comptabilisation, vous avez une méthode simple. C'est simplement d'intégrer la comptabilisation du transport dans la vente des marchandises. Et au livre journal, vous allez avoir la comptabilisation suivante. Client A, vente de marchandises, TVA à payer. Et dans la vente de marchandises, dans les 88 000 euros, on intègre déjà le transport. Et au paiement de la facture, on va avoir la comptabilisation suivante au livre journal. Banque à client. Mais ici, la somme de la facture, ce n'est pas 2420, c'est bien la somme totale de 93 280. Donc ici, au livre journal, au paiement du client, on va avoir 93 280. Pareil ici, la même somme, 93 280. Voilà la comptabilisation la plus simple, c'est d'intégrer le transport dans les ventes de marchandises. Et on peut très bien utiliser une autre méthode, c'est de détailler le plan comptable. On va subdiviser le compte vente de marchandises qui porte le numéro 700. Et on peut faire ça de deux manières. Vous avez par exemple le numéro 700 vente de marchandises au plan comptable minimum normalisé, mais on a le droit d'ajouter des comptes pour détailler ce qu'on enregistre dans ce compte vente de marchandises. On va par exemple séparer vente de marchandises proprement parlée qui portera le numéro 7000 et ajouter d'autres comptes comme le transport, l'assurance, etc. qui sont liés à cette vente de marchandises. On peut faire ça de cette manière ou d'une autre manière, comme par exemple dans le cas où l'entreprise a plusieurs articles en vente, on peut très bien dans le plan comptable ajouter ces différents articles séparément et détailler ensuite dans chaque article en ajoutant les différents produits accessoires liés à l'article en question. Cela permet à l'entreprise de mieux analyser ses produits, principalement en comptabilité analytique. Alors il y a une troisième manière de faire, c'est d'inscrire le transport dans la prestation de service. C'est un compte qui porte le numéro 705 au plan comptable belge et dans lequel on va repérer le transport au 7050. Il faut remarquer que dans ces deux méthodes, on reste sous le numéro 70 qui représente le chiffre d'affaires. Et maintenant, la comptabilisation, si on adopte cette méthode, s'effectuera de la manière suivante. Client A, vente de marchandises, transport, TVA à payer. Ce que j'ai fait ici simplement, c'est de séparer le transport des ventes de marchandises. Dans le premier enregistrement, cela a été regroupé en 88 000 euros. Donc là, à partir de la facture, vous comptabilisez la vente de marchandises proprement parlée et le transport dans un autre compte séparé. Et les deux méthodes sont valables, on peut choisir la meilleure à utiliser. Maintenant, si l'entreprise ne se charge pas elle-même de transporter les marchandises, mais qu'elle fait appel à une autre société pour se charger de ce transport. Dans ce cas, la comptabilisation, par exemple, vous recevez cette facture de la société de transport et l'entreprise va comptabiliser cette facture comme charge de la façon suivante. Le compte C1133, transport et déplacement, 200, TVA déductible 12, à fournisseur 212. Bien sûr, une fois la facture est payée, on va comptabiliser la diminution de la dette fournisseur au débit et la diminution de la banque au crédit. Voilà comment ça se passe la comptabilisation du transport dans le cadre d'une vente. Le traitement de l'emballage en comptabilité. D'une manière logique et simple à comprendre,
avec toujours notre bilan et compte de résultats. Je vais vous présenter les différents mouvements à inscrire, que ce soit aux charges, à l'actif, au passif ou au produit pour chaque type d'emballage. Bien sûr, l'entreprise peut avoir toutes sortes d'emballages, aussi bien à l'achat de marchandises qu'à la vente de marchandises. Dans les types d'emballage, on va voir d'abord les emballages perdus. C'est un peu comme ce carton. Le coût de cet emballage est intégré dans l'achat des marchandises et donc finalement pour ce type d'emballage, on les intègre dans le coût d'achat des marchandises et donc en comptabilité pour l'acheteur, ça peut s'enregistrer avec l'achat de marchandises et pour le vendeur, ça peut donner lieu à un produit qui s'intègre aussi dans les ventes de marchandises. Et puis vous avez ce qu'on appelle les emballages cautionnés. Pour ce type d'emballage, comme cette palette par exemple, le client laisse une caution pour pouvoir l'utiliser et transporter ses marchandises et au moment de la rendre au fournisseur, le client récupère sa caution. Et dans ce cas, on les comptabilise soit à l'actif, soit au passif en fonction que ça représente une créance ou bien une dette. Pour le client qui garde par exemple l'emballage, sa caution représente une créance, donc il doit l'enregistrer à l'actif. Et pour le fournisseur, la caution représente une dette envers le client. Donc, dans sa comptabilité, la caution doit être enregistrée au passif. Et les comptes à utiliser dans ce cas, selon le plan comptable belge, c'est le compte 4186 en cas d'achat de marchandises avec un emballage cautionné. Et ce compte s'intitule emballage à rendre. Et dans la comptabilité du vendeur, on utilise le compte 486. Et ce compte s'intitule emballage consigné. On peut avoir également un emballage où on va utiliser aussi bien une créance qu'une charge pour l'acheteur et aussi bien une dette qu'un produit pour le vendeur. Et dans ce cas, on parle des emballages consignés repris à un prix inférieur. Je vous donne un exemple très simple pour illustrer cela. Un client qui achète des marchandises et dépose une caution de 20 € pour l'emballage. À la restitution de l'emballage, on constate par exemple sur l'emballage utilisé une perte de valeur et donc au lieu de récupérer 20 €, le client ne récupère que 15 €. Donc le client perd dans cette opération 5 €. Et cette perte pour le client doit s'inscrire aux charges ici. Et en même temps, le vendeur qui garde ces 5 €, c'est un produit pour lui, comme si cette perte de valeur de l'emballage est vendue au client. Et à l'achat de marchandises, bien sûr, pour le client, on a une créance de 20 € et dans la comptabilité du vendeur, 20 € de dette. Je vais vous donner quelques exercices pour se familiariser avec ces enregistrements comptables proprement parlés. Je commence par l'emballage perdu. Je réduis un petit peu ce bilan et ce compte de résultats. Dans ce cas, c'est très simple. Vous avez par exemple une facture d'achat de marchandises de 1800 € avec un emballage perdu de 400 € et une TVA de 21%. Au livre journal, vous allez simplement comptabiliser l'achat de marchandises avec le coût total 400 plus 1800. Il s'agit pour l'acheteur d'une augmentation de charge, TVA déductible ou bien à récupérer de 462. C'est une TVA qu'on applique sur le prix total, à savoir les 400 et 1800 €. Et cette TVA représente une créance à l'actif. Et en même temps, vous avez la facture du fournisseur du prix total qui augmente au crédit. Et il s'agit bien d'une augmentation au passif. Vous voyez bien que dans ce cas où il y a des emballages perdus, on les intègre dans les marchandises et on calcule tout normalement le reste. Là où ça devient un peu compliqué, c'est quand on a des emballages consignés repris à un prix inférieur. Mais avant cela, j'aimerais bien vous présenter rapidement un cas d'emballage cautionné. Vous avez par exemple cette situation. Le 10 mars, ce commerçant achète des marchandises à 50 000 €, emballage cautionné 5 000 € et une TVA de 21%. Alors, tout d'abord, puisqu'il s'agit ici d'un emballage cautionné, cette TVA ne s'applique pas sur cet emballage, mais uniquement sur la marchandise, parce
parce que cette caution-là, le client va la récupérer. Imaginez par exemple que ce commerçant renvoie cet emballage le 12 mars au fournisseur qui, à son tour, lui envoie la note de crédit pour recevoir cette caution de 5 000 euros. Et le 15 mars, on va imaginer par exemple que le commerçant paye le fournisseur la facture moins la note de crédit de 5 000 euros. Alors, comment comptabiliser toutes ces opérations dans le livre journal? C'est très simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Au livre journal, vous allez avoir les enregistrements suivants. Le 10 mars, vous avez acheté des marchandises à 50 000 euros avec un emballage à rendre 5 000 euros, TVA déductible calculée sur les 50 000 euros, à fournisseur la facture totale de 65 500. C'est la somme de tout cela. Et le 12 mars, le client rend l'emballage au fournisseur, donc on annule cette créance ici en l'inscrivant au crédit. Et on annule sa partie de la dette en l'inscrivant au débit. Et le 25 mars, on paye la facture de 60 500. C'est la valeur totale de la facture moins les 5 000 que le fournisseur vient d'annuler. Ça donne 60 500. Bien, je passe maintenant à une situation d'emballage consigné repris à un prix inférieur. Je vous donne directement l'enregistrement et je vous expliquerai les opérations. Vous achetez des marchandises à 60 000 euros avec des emballages à rendre de 900 euros, mais au moment de rendre ces emballages, le fournisseur va vous rendre simplement 500 euros et il garde les 400 euros. Et cela pourrait être prévu à l'avance pour facturer l'usage de l'emballage, mais ça peut être le résultat aussi d'un emballage abîmé. Et donc pour l'enregistrement de la première opération, vous avez achat de marchandises 60 000, emballage à rendre 900, TVA déductible 12 705. Maintenant, il faut savoir comment on a fait pour calculer sa TVA. En fait, sa TVA est calculée sur les 60 000 de marchandises achetées, plus les 400 d'emballage que le client ne récupère pas. Donc, si vous faites 60 400 fois 21%, eh bien, vous allez avoir cette somme de TVA. Et puis l'opération suivante, le 10 du 7, vous rendez l'emballage au fournisseur, donc vous récupérez 500 euros et vous inscrivez les 400 euros que vous ne récupérez pas de ces 900 euros comme charge au compte 6123. C'est le compte de services et biens divers, portant le titre fournitures diverses. Et puis vous annulez la créance qui a été activée ici dans la première opération. Et au final, l'opération du 16 du 7, vous payez le fournisseur de la somme totale à part ces 500 euros que vous annulez comme dette, ce qui donne 73 105. En fait, c'est simplement cette dette totale envers le fournisseur de la première opération, moins l'annulation de cette petite dette de 500 euros qui vient du fait de rendre l'emballage au fournisseur, ce qui donne cette somme-là de 73 105. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe dans la comptabilité du vendeur? Tout ce que je viens de faire, c'est par rapport à la comptabilité de l'acheteur. Eh bien, c'est un peu la même chose, mais à l'envers. Je vais vous présenter cette même situation, mais dans la comptabilité du fournisseur. Alors cela peut se passer de la manière suivante. Le fournisseur va augmenter les créances clients de 73 605, qui représente la somme des ventes de marchandises, plus l'emballage consigné, plus la TVA calculée sur ces 60 000, plus les 400 que le client ne récupère pas, qui s'intègrent au final comme si c'était des marchandises achetées. Et puis l'opération suivante, le fournisseur reçoit l'emballage, donc il annule cette dette envers le client, mais en la partageant entre deux choses en fait. Vous avez d'abord le client qui va récupérer 500 euros et les 400 euros qui restent est ajouté au produit du fournisseur comme bonus sur reprise d'emballage consigné. Et cette opération est effectuée selon la note de crédit que le fournisseur envoie au client, lui signalant la récupération des 500 euros. Et puis la date d'après, le client règle sa facture, ce qui fait augmenter en même temps le compte bancaire du vendeur. Mais bien sûr, pas de la somme totale de la facture d'origine, parce qu'on tient compte de l'annulation de cette petite dette envers le client. Voilà comment ça marche globalement la comptabilisation
des emballages. Dites-moi en commentaire si c'était clair pour vous. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez ajouter en commentaire ce que vous n'avez pas encore compris.